Bonsoir à tous, bienvenue dans ce journal. Voici nos titres. La boutique de l'AS Monaco fait le plein. Le recrutement de Paul Pogba et Ansu Fati a été une grosse opération pour le club de la Principauté. Et vous allez voir que cela se traduit naturellement sur les ventes de maillots. Clap de fin pour la saison estivale du Fort Antoine. Hier soir, c'est une pièce de théâtre intitulée Du domaine des murmures qui a refermé cette édition 2025. Nous étions sur place. Si vous êtes adepte de lecture pendant les vacances et que vous cherchez un bon roman d'aventure et d'intrigue, voici une suggestion, Le secret de la Méduse bleue, une sorte de Da Vinci Code à la monégasque. Son autrice Corinne Inzirio sera avec nous dans quelques instants pour nous en parler. Et puis si ce n'est pas déjà fait, vous prendrez bien quelques couleurs à la fin de ce journal. C'est au Grimaldi Forum, à l'exposition couleurs, que nous vous emmènerons à la découverte des chefs-d'œuvre du Centre Pompidou. Mais avant de développer ces titres, c'est sur une victoire que nous commencerons ce journal, celle de Pierre Casiraghi et l'équipage du Jolt Six qui, en terminant premier dans leur catégorie de la Rolex Fastnet Race, offre du même coup au Yacht Club de Monaco pour sa première participation, la victoire dans la prestigieuse Admiral's Cup devant le Royal Hong Kong Yacht Club et le Yacht Club Costa Smeralda, un exploit historique qui marque l'entrée de la Principauté dans le cercle très fermé des vainqueurs de cette épreuve mythique. Le ministre d'État poursuit quant à lui son tour des institutions monégasques, comme chaque jour depuis sa prise de fonction. Aujourd'hui, Christophe Mirmand était reçu par la présidente du Conseil économique, social et environnemental de Monaco, Caroline Rougagnon-Vernin, accompagnée de ses deux vice-présidents, Thierry Leray et Christine Giolitti. L'occasion pour lui de découvrir le second hémicycle de la Principauté et le rôle joué par le CESE. En football, l'AS Monaco a effectué quelques jolis coups sur le marché des transferts cet été en recrutant notamment Paul Pogba et Ansu Fati. Résultat immédiat sur les ventes de maillots rouge et blanc, Frédéric Elion et Alexandra Marangoni se sont rendus à la boutique officielle du club pour le vérifier. La Ligue 1 reprend dans moins de 3 semaines et tous les supporters de l'AS Monaco ont hâte de voir leur équipe débuter face au Havre samedi 16 août. Quels maillots porteront-ils fièrement au stade Louis II et quelle tunique s'arrachent les touristes? Vous allez le voir, la Pogba Mania est déjà bien présente. J'ai vu le nouveau maillot extérieur qu'ils ont sorti et je le trouvais beau. Et puis en plus, voilà, Pogba qui signe à Monaco, c'est pas tous les jours quand même, qu'on a un joueur de ce niveau-là. Donc voilà, j'ai voulu marquer le coup pour un joueur comme ça. Et voilà, ça explique pourquoi j'ai acheté son maillot. I bought a jersey for my son in a size. He's a fan of Paul Pogba, and so this is perfect for him. Where do you come from? I come from Germany. Okay. Alors ce choix-là, c'est un choix de cœur et puis d'années de passion du club. On est natif de la Somme. Ça fait plusieurs années que je supporte l'AS Monaco. J'ai fait le déplacement à l'époque à Kaltenkirchen. Je trouve qu'il a marqué le club, ça fait longtemps qu'il est là, puis qu'il faut le remercier aussi, donc je pense que c'est important de mettre aussi les anciens et pas que les nouveaux. Parle-nous de ton histoire de supporter. Pourquoi l'AS Monaco alors que ton papa m'a dit que vous n'étiez pas originaire d'ici? Parce que papa supporte beaucoup Monaco depuis que je suis toute petite et puis on vient en vacances à chaque fois ici, donc Monaco depuis toujours. Il t'a refilé le virus alors? C'est ça. J'étais de passage à Monaco et donc je me suis dit pourquoi pas venir acheter un maillot Pogba à la boutique. Pourquoi Pogba? Grand joueur français, donc voilà, ça fait toujours plaisir d'avoir des grands Français qui signent dans des beaux clubs ici. Même si je ne suis pas supporter de Monaco, je suis supporter du PSG, c'est quand même Pogba. Tout le monde attend donc les grands débuts du champion du monde français avec le maillot monégasque sur les épaules. Et avant cela, l'AS Monaco FC poursuit sa préparation. À l'occasion de leur 5e semaine d'entraînement, les Rouges et Blancs disputeront 3 matchs amicaux, à commencer par une double confrontation face à Torino. La première a lieu en ce moment même au centre de performance de la Turbie, tandis que la seconde se tiendra demain au même endroit, cette fois dès 10h30. Attention, il s'agit de matchs à huis clos. Et enfin dimanche, les ACMistes seront à Amsterdam pour affronter l'Ajax, match qui sera retransmis en direct sur notre antenne dès 14h. En cette période estivale, certaines professions sont à pied d'œuvre plus que d'ordinaire. Les commerçants ou restaurateurs, par exemple, pour ne citer que, mais également les agents de la SEPM, la Société d'exploitation des ports de Monaco. Ce sont eux qui veillent au quotidien, 7 jours sur 7 et toute l'année, sur le trafic maritime dans les ports Hercule et Fontvieille. Et c'est donc d'autant plus vrai en été, comme l'ont constaté Fabien Bonilla et Sylvain Péroumal. La SEPM a été créée en 2002 et a démarré son activité en 2006. C'est une société anonyme monégasque détenue à 100% par l'État. Elle a pour objectif de gérer les 2 ports de la Principauté d'un point de vue technique et commercial. Sur 12 mois consécutifs, il y a 2 périodes bien distinctes. Il y a une période dite d'hivernage qui commence au 1er octobre et qui se termine
au 30 avril, donc c'est 7 mois. Et puis après, à partir du début mai jusqu'à fin septembre, c'est la grosse activité dite de passage de la société. L'été, en moyenne, on a à peu près 55 mouvements par jour, rien que pour le port Hercule. Entre les entrées et les sorties, il y a 55 mouvements de navires d'assez grande taille. Depuis 2006, le chiffre d'affaires de la société s'est beaucoup développé. Pour la dernière année dont les comptes sont clos, c'est-à-dire 2023, on a réalisé un chiffre d'affaires de 27,5 millions et on a généré une redevance pour l'État d'à peu près 14,5 millions. 46 salariés permanents travaillent à la société d'exploitation des ports de Monaco, plus une dizaine d'intérimaires pour étoffer l'effectif l'été. Au sein de la SEPM, il y a des maîtres de port en polo blanc, des agents portuaires en polo rouge sur les semi-rigides pour aider par exemple à l'amarrage et du personnel technique en polo bleu comme des électriciens. Notre rôle principalement c'est tout ce qui est amarrage des bateaux, amarrage, largage, tout ce qui a un rapport avec le port. Tout bateau, que ce soit les locaux, les gros yachts comme ceux-là, même les croisières aussi. Voilà. C'est du boulot. Ah, c'est du boulot, ouais. En pleine saison, c'est du sport même. Ouais. Mais c'est agréable, c'est un bel environnement, un bel endroit. Ceci Summer de Port de Monaco, j'écoute. Bonjour, juste pour vous confirmer notre arrivée d'ici 1 heure. 1 heure à l'arrivée, c'est tout bien pris. Le poste de contrôle opérationnel gère le flux constant des va-et-vient des bateaux, petits et grands, et parmi tous les yachts qui rentrent dans le port Hercule, pour ceux qui dépassent 80 mètres, comme le CC Summer, un pilote de la direction des affaires maritimes est amené par des agents de la SEPM. Il doit monter à son bord. Le pilote donc embarque pour conseiller le commandant dans la manœuvre. Le commandant reste responsable de son navire et le pilote connaît le port et le mélange des deux fait qu'en principe la manœuvre se termine en bonnes conditions et non pas brutalement contre un quai ou contre un autre bateau. Après être escorté, le yacht pénètre dans le port Hercule. Pendant ce temps, les agents portuaires vérifient que l'on entre ou que l'on ne sorte pas au même moment. Des plongeurs sont sur place si besoin pour l'ancre ou les amarres. La manœuvre est délicate. Pour nous, c'est impressionnant, mais les agents sont rodés à ce type d'exercice. C'est leur quotidien. Ils font ça tout au long de l'année. Fin de saison pour l'été du Fort Antoine. Au total, 8 représentations auront été proposées en juillet dans ce lieu emblématique. La dernière en date s'est déroulée hier soir. Il s'agissait d'une pièce de théâtre tirée d'un roman. Le titre est Du domaine des murmures. Fabien Bonilla et Alexandra Marangoni ont tendu l'oreille. Je suis Esclarmonde, mais on m'appelle aussi la sacrifiée, la colombe, la chair offerte à Dieu. C'est un seul en scène. Pendant 1h15, la comédienne Jessica Astier a interprété le rôle de la jeune Esclarmonde. Nous sommes au XIIe siècle, en 1187 précisément, le jour de son mariage. Contre la décision de son père, le seigneur du domaine des murmures, elle refuse de dire oui et s'offre à Dieu. Esclarmonde exige de vivre emmurée jusqu'à sa mort. Cette pièce mise en scène par William Mesguich est tirée du roman de Carole Martinez du domaine des murmures, livre qui a obtenu le prix Goncourt des lycéens 2011. C'est un sujet qui peut sembler assez sombre en effet, mais ça apporte beaucoup de lumière en vérité. Ça parle d'une jeune recluse, d'une jeune femme de 17 ans. Donc en fait on va parler des recluses, de ces femmes qui ont choisi de s'emmurer pour trouver la liberté. C'est un sujet finalement qui est très actuel, qui parle de liberté, d'épanouissement, de voix qui va être éteinte ou qui va être transmise de génération en génération aussi, de secrets. Beaucoup de choses qui se passent dans ce spectacle et c'est très... Oui, c'est très chargé, mais c'est aussi plein de lumière parce que ça parle aussi de foi, pas forcément sous la forme religieuse, mais la foi dans un aspect plus large, la foi en la vie, en ses convictions. Esclarmonde ne se doute pas de ce qu'elle entraîne dans sa tombe, ni du voyage que sera sa réclusion. Loin de gagner la solitude, elle sera inspirante pour les pèlerins jusqu'en Terre Sainte. C'est une communion avec les éléments, avec la nature. J'ai eu l'impression en fait que le personnage d'Esclarmonde, qui est donc incarné dans la pièce, fait un avec ce qui l'entoure. Elle est le chant des oiseaux. Elle est tellement vivante finalement que le fait d'être enfermée lui donne encore plus finalement de vie et de liberté. C'est assez fou comme ça, mais c'est ça du coup son cheminement intérieur qui va être mis en relief dans la pièce. Et moi voilà, j'ai été très sensible à ça en fait, au langage de Carole Martinez qui parle le langage de la terre et des éléments et de l'air et qui a une forme de magie. Donc c'est vraiment, ça plonge dans un univers très magique. Du domaine des murmures est le dernier spectacle de cette saison au Théâtre du Fort Antoine. La direction des affaires culturelles a déjà un œil tourné vers la programmation 2026. La chapelle, une fois construite, sera dédiée à Sainte Agnès. Et depuis ma tombe, je prierai
à la fois vivante et morte, pour tous ceux que je viens par mon refus d'offenser. Voici à présent une idée de lecture pour tous les passionnés d'aventure et d'intrigue à la recherche d'une bonne référence pendant les vacances. Le secret de la Méduse bleue, un roman qui met un mystère séculaire et indéchiffrable au centre de la principauté. Pour nous en dire plus, nous accueillons son autrice Corinne Inzirio. Bonsoir. Bonsoir Théo. Merci d'être avec nous sur Monaco Info. Ce roman, c'est le vôtre. Alors je le disais, l'intrigue commence au XIIIe siècle, à Gênes, en Italie. Un moine alchimiste et son apprenti découvrent un secret qu'ils ne peuvent divulguer à personne. Une légende se crée autour de ce secret et des siècles plus tard, on découvre de drôles de symboles dans les anciennes geôles du palais princier de Monaco que vont alors tenter de décrypter un historien, une mathématicienne surdouée. J'ai bien résumé ? Oui, absolument. Et je rajouterai que les deux personnages principaux vont avoir à gérer une quête aussi vertigineuse que dangereuse. Ils vont devoir collaborer pour faire face à des menaces, mais aussi à leurs propres doutes. Et donc cette histoire est aussi une aventure humaine. Et c'est donc cette étrange méduse bleue qui se trouve être le secret déchiffré? La méduse bleue fait partie du secret, mais il y a aussi une découverte qui va mener les deux personnages principaux à quelque chose de beaucoup plus compliqué et difficile à résoudre. Les éminents et brillants experts qui tentent de décrypter un mystère, ça ressemble beaucoup à Da Vinci Code du romancier américain Dan Brown, avec l'histoire du professeur Langdon qui tente de résoudre le mystère d'un meurtre dissimulé dans les œuvres du musée du Louvre. Est-ce que c'est une sorte de Da Vinci Code à la monégasque que vous avez cherché à construire ici? C'est vrai que j'apprécie beaucoup ce genre d'intrigue faite de complots, d'aventures, etc. Et j'ai certainement été un peu influencée par ces histoires, mais j'ai quand même voulu créer une histoire unique en principauté de Monaco. Au fil des 292 pages et 59 chapitres, on se retrouve plongé dans des récits qui ont réellement existé, comme l'histoire du premier Grimaldi, François di Lamalizia. Quelle est la frontière entre la fiction et la réalité dans ce roman ? Le roman commence par un fait historique, puisque c'est François Grimaldi qui prend la forteresse du Rocher, déguisé en moine. Mais la réalité s'arrête là, tout le reste est une fiction et est sorti de mon imagination en fait. La quatrième de couverture nous livre quelques mots sur vous, Corinne Inzirio. On apprend que vous avez justement, comme vous le disiez, le goût des histoires qui font voyager, vous aimez des mystères, vous aimez l'aventure. Est-ce que c'est un peu de votre histoire personnelle que vous avez glissé aussi dans ce livre ? Oui, bien sûr. Je pense que chaque auteur, chaque autrice met un peu de sa vie et de son ressenti, de ses sentiments, de ses émotions aussi, de son expérience personnelle dans son récit. Et moi-même, je suis née à Monaco, j'ai fait mes études également à Monaco, j'ai fait toute ma carrière professionnelle à Monaco. Et à ce titre, c'est vrai que j'ai voulu accompagner les lecteurs dans ce magnifique pays que je connais parfaitement et que j'apprécie. C'est aussi une manière de le mettre en lumière aussi, ce pays qui vous a porté pendant toute votre enfance et depuis votre naissance. Oui, tout à fait. En tant que Française, c'est aussi une manière personnelle d'être reconnaissante et de remercier ce pays qui m'a tant donné. Est-ce que l'on peut attendre une suite à cette histoire ? J'ai eu beaucoup de difficultés à quitter mes personnages, avec qui j'ai vécu pendant des mois, pratiquement une année d'écriture. Donc oui, je suis en train d'écrire une suite et j'espère qu'elle sortira pour les fêtes de fin d'année. Voilà, l'aventure continue. Voilà donc ce que l'on pouvait dire sur ce roman indépendant, Le secret de la Méduse bleue. Où est-ce qu'on peut se le procurer, ce livre ? Pour l'instant, simplement sur le site amazon.fr et aussi je serai sur le salon international du livre de Monaco qui aura lieu donc le 6 et 7 septembre prochain au Grimaldi Forum. Ça me permettra de proposer mon
mon livre et de rencontrer les lecteurs. Merci beaucoup Corinne Inzirio d'avoir été notre invitée pour nous parler de votre livre. Merci à vous Théo de m'avoir reçu. C'est une tradition, chaque été le Grimaldi Forum propose une grande exposition artistique. Le blockbuster de cette année est consacré non pas à un artiste mais à un sujet, la couleur. C'est d'ailleurs son nom au pluriel, couleur, chef-d'œuvre du Centre Pompidou. Émilie Rousseau et Alexandra Marangoni vous y emmènent. Pour son 25e anniversaire, le Grimaldi Forum voulait une exposition estivale exceptionnelle. Dans Couleurs, chef-d'œuvre du Centre Pompidou, il rassemble dans une même salle Matisse, Miro, Picasso, Kandinsky, Basquiat ou encore Chagall. Des tableaux de maîtres présentés en collaboration avec Beaubourg, avec qui le Grimaldi Forum avait déjà travaillé il y a une dizaine d'années pour l'exposition extra large. Ce nouvel événement imagine un autre récit de l'histoire de l'art, une autre façon de faire parler les œuvres. Les chefs-d'œuvre, on les connaît évidemment, mais cet accrochage, cette scénographie, ce cercle chromatique qui permet de déployer comme ça, dans une approche qui peut paraître un peu simple, parce qu'en fait, voilà, on met les tableaux bleus ensemble, les jaunes ensemble. Ça, c'est la première lecture, mais il y a beaucoup de niveaux de lecture différents. On explique évidemment comment la couleur a pris une place différente entre l'art classique et l'art moderne. On explique aussi, à travers les objets de design, comment la couleur pénètre dans nos intérieurs à partir des années 60-70 avec les plus grands designers. Il ne faut pas oublier que le Centre Pompidou, c'est également le centre qui possède la plus grande collection des designers du XXe. Et donc voilà, c'est véritablement la possibilité de s'ouvrir à tout ça, de mieux comprendre et de mieux connecter finalement tous ces arts. Au fil de la visite, le public est emporté dans ce cercle chromatique et nous emmène à la découverte de l'usage de la couleur dans l'art moderne, un outil de totale liberté pour un artiste. Autre originalité, ce voyage sensoriel qui fait travailler nos sens. 7 salles, 7 couleurs, 7 sons. Roquet Rivas a travaillé étroitement sur ce projet. Comment relier en fait les sons aux couleurs? C'est un processus en fait de travail, si vous voulez, entre plusieurs personnes. D'une part, on se met à la table, on fait un atelier, un workshop dans lequel on explicite quelles sont les qualités de son. On explique ça bien aux différents intervenants du forum, également l'aîné de Fragonard qui est venu, d'autres personnes, il avait dédié notamment les commissaires. Et ensuite, petit à petit, on va développer des portraits avec une série de termes qui font partie de lexique, qui vont décrire un son. Fruit d'une préparation de plusieurs années, l'exposition estivale du Grimaldi Forum éveille tous nos sens, une véritable aventure haute en couleurs à découvrir à partir du 8 juillet prochain. Allez, encore un peu de légèreté pour finir ce journal. Ce mercredi, c'est aussi la Journée internationale de l'amitié. La première a été créée en 1958 au Paraguay, en Amérique latine. Le 30 juillet est une date peu connue du grand public, mais pourtant très importante si l'on pense aux amis auxquels on tient. Et justement, nous vous avons demandé ce que représentait l'amitié pour vous. Voici vos réponses au micro d'Alban Gingembre. C'est très important l'amitié, j'ai des tas de copines, des tas d'amis, c'est une deuxième famille. Les amours passent, les enfants grandissent, mais l'amitié ça reste. C'est un beau cadeau précieux. C'est pouvoir partager des choses avec quelqu'un et donc se livrer davantage. C'est rassurant d'être avec une amie. C'est pouvoir compter les uns sur les autres et passer des bons moments ensemble. Friendship means liking someone for who they are. Je dirais que l'amitié, c'est le partage, les bons moments, la convivialité, le soutien, le respect. Le partage, la fidélité, et voilà, sans notion de relation intime, quoi. Friendship's just so special. I mean, it's having a bond with another person. Yeah, we're friends. We're traveling together, so I think it's just having someone who's like family. L'amitié, pour moi, c'est quelque chose qui est propre à chacun et qui peut évoluer au cours de notre vie. Friendship means to have someone to talk to have a nice, so we can spend time together with. You can be open, you don't have to be someone else, you can be yourself. Voilà, c'est un bon résumé et c'est sur ces belles paroles que s'achève cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Dans un instant, ce sera la météo présentée par Frédéric Hélion. On se quitte sur un retour en images de la clôture de la saison d'été du Fort Antoine hier, vu par notre photographe Stéphane Dana. Excellente soirée sur Monaco Info et à demain, 19 h.
Retrouvez la météo avec Maya Bay, le restaurant référence thaï japonais de Monaco. Bonsoir Théo, bonsoir à toutes et à tous. Les journées se suivent et se ressemblent. Jeudi, le soleil sera encore bien présent du matin au soir. Quelques nuages passeront dans le ciel, mais ils se dissiperont assez rapidement. Les températures seront comprises entre 21 et 28 degrés. L'eau sera à 25. Jeudi 31 juillet, ce sera la Saint-Ignace et nous célébrerons aussi la Journée internationale de la femme africaine, instaurée en 1974, suite à un congrès de l'Organisation panafricaine des femmes à Dakar, au Sénégal. Passez une très bonne soirée sur Monaco Info. C'était la météo avec Maya Bay, le restaurant référence thaï japonais de Monaco.